Merci, Steve. Bonjour, merci de venir aujourd'hui. J'aimerais vous présenter mes collègues. Nelly Daou, coach facilitatrice d'expression de la créativité, directrice de la Ruche d'Or Yelema et coordonnatrice en communication pour le réseau des Ruches d'Or. Si vous ne savez pas c'est quoi un Ruche d'Or, pas allumé encore? Non? Oui, on va vous expliquer. Et aussi ma collègue Louise Giroux, responsable des programmes éducatifs et mieux-être, programme éducatif en mieux-être, Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Louise et moi, on va faire on va vous présenter le programme mieux-être art-thérapie. Moi, je suis un art-thérapeute. J'ai le privilège de travailler avec les musées des Beaux-Arts depuis 1 an. Nous avons un programme d'art-thérapie à temps plein maintenant. Et entre nous, on va essayer de vous donner un peu une impression, c'est quoi notre programme, c'est qui quelques-uns de nos partenaires socio-communautaires et à quoi ça ressemble un programme mieux-être et art-thérapie dans le milieu muséal. Alors, on plonge. Et après notre présentation, je vais passer la parole à Nelly pour présenter le réseau des Ruches d'Or et aussi sa propre Ruche d'Or Yelema. Merci. Et puis, on prendra les questions à la fin, c'est ça? Oui, sûrement. J'espère. Bon, on commence avec où ça passe. Donc, nous avons un espace pas mal extraordinaire. L'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie Michel de la Chennerière, notre grande mécène. Nous avons 12 ateliers? Oui, 12 ateliers, oui. Pour l'éducation et pour les programmes mieux-être. Oui. Ils sont complets à peu près tous les jours de la semaine, que ce soit pour les groupes scolaires, pour les groupes spéciaux, pour les groupes d'adultes. Les groupes communautaires en santé mentale, enfin, tout le monde. On reçoit beaucoup de monde tous les jours pour le mieux-être ou aussi pour l'éducation, pour le scolaire, ça varie, mais on reçoit vraiment beaucoup de groupes à tous les jours. Oui. Ça se passe dans ces 12 studios-là. Oui. Ouais. Et heureusement, depuis 1 an, le musée a collaboré avec des art-thérapeutes depuis plusieurs années, mais depuis 1 an, nous avons comme un programme sur le terrain à temps plein. On continue. Voilà. Alors, Louise, peux-tu me dire c'est quoi pour toi le programme mieux-être au Musée des Beaux-Arts? Le programme mieux-être, je suis responsable des programmes éducatifs, le volet mieux-être. Je travaille en collaboration avec d'autres collègues qui, eux, sont aussi des responsables de programmes, mais les volets, mettons, scolaires ou famille ou groupes communautaires et adultes. Donc, eux, ils ont, disons, des tranches d'âge, si on veut. Et moi, mon objectif, c'est le mieux-être. Donc, je suis appelée à travailler avec eux ou avec leur clientèle, si on veut, pour des programmes qui ont comme objectif le mieux-être. Donc, on prend des gens et puis on les amène, disons, à se sentir mieux à travers l'art, à travers les projets, à travers de nombreuses visites au musée dans les collections et aussi après avoir fait souvent un atelier ou 2 ou 3 ou plusieurs, au fait, en création artistique dans nos ateliers. En gros, c'est ça. Ça, c'est les projets mieux-être. Voilà. Et là, on va parler un peu de les racines des programmes mieux-être et art-thérapie. Ça commence avec beaucoup de travail de notre collègue Marilyn Lajeunesse et le musée en partage. Ça fait l'année prochaine, ça va être 20 ans que le programme Musée en partage et ça fait une grande partie du département éducation. Oui. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi Musée en partage? Oui, le Musée en partage a commencé en 1999, qui s'appelait tout d'abord Franchir le seuil. On a eu une grosse subvention de la Fondation McConnell qui nous a permis de partir ça. 3 ans après, on a changé de nom et c'était en gros un programme pour l'accessibilité et l'inclusion des gens qu'on appelait à ce moment-là le non-public, donc les gens qui n'étaient pas habitués de venir au musée. Avec le temps, on a changé de nom. Les gens viennent au musée, on les appelle plus les non-publics, mais ça a permis à plusieurs personnes de venir et de fil en aiguille, on a maintenant au-delà de 400 organismes communautaires qui font appel à nos services d'éducation, si on veut, et de mieux-être pour venir profiter des visites au musée et d'avoir des projets à long terme et de se sentir mieux dans le musée et de se sentir mieux avec eux-mêmes, en groupe et tout ça. Alors, c'est bien pour dire comment, pour les personnes, l'art a changé leur vie.
Je pense pas que j'exagère en disant ça. On a un nombre de témoignages qui vont dans ce sens où les gens, grâce au musée, ont vraiment changé leur vie. Voilà, alors, c'est ça, j'étais là dès les débuts. Ça va faire à peu près 20 ans que je suis au musée, donc 14 ans comme médiatrice muséale sur le terrain en recevant ces clientèles. Et puis 6 ans comme responsable de projet où je coordonne, je rencontre plein de gens, puis on met sur pied de A à Z tous les projets en mieux-être. Ah oui, voilà, tu as changé de... Oui, j'ai changé le diapo. Alors, ce titre de médiateur, une médiatrice muséale, peux-tu nous aider un peu de le définir? Oui. Maintenant, on appelle les personnes qui travaillent auprès des œuvres d'art, c'est-à-dire entre l'œuvre et entre les publics, on les appelle les médiateurs muséaux. Avant, on les appelait, disons, les éducateurs, puisqu'ils enseignaient, ils donnaient de l'information sur les œuvres. Mais on a préféré changer de nom en les appelant médiateurs muséales, puisqu'ils sont appelés à faire plusieurs rôles, notamment vraiment à être la personne centrale entre le public et les œuvres, et en jouant un plus grand nombre de rôles, disons, à ce niveau-là, au niveau de la médiation. Tantôt, ils animent, tantôt, ils posent des questions, des fois, ils sont plus en discussion avec leur public, puis des fois, ils sont plus en enseignement. Alors, ils vont raconter des choses par rapport aux œuvres pour les publics. Alors, c'est vraiment prendre plus qu'un seul rôle que celui d'être éducateur. Alors, ils sont vraiment avec les publics. C'est pour ça qu'on les a nommés médiateurs, comme tels. Et quoi ça ressemble quand on pense des publics ou des populations qui ont des groupes qui ont des besoins plus spéciaux? Comment ça change la médiation? Ou est-ce que ça change la forme de médiation? En gros, je dirais que quand on sait qu'on a des groupes spéciaux, une clientèle spéciale dans laquelle ils se sont embarqués pour avoir, disons, un projet mieux-être, on est plus centré sur la personne ou les visiteurs, ou disons, le groupe qu'on a. Alors, l'intérêt est d'abord avec les personnes. Alors, on va poser des questions ouvertes. On va bien sûr nommer des choses au niveau de l'art qu'ils sont en train de voir, ou l'œuvre, on va parler de l'œuvre, mais on va toujours faire rebondir ça selon leur expérience personnelle, ce qu'ils en pensent, à quoi ça leur fait penser. On essaie aussi de les projeter dans l'œuvre, comme avec votre imagination. Qu'est-ce que vous penseriez si vous étiez dans l'œuvre? Donc, tout ça pour rendre les œuvres d'art autrement significatives pour eux et pour avoir aussi, disons, l'effet qui fait qu'ils s'approprient le musée, ils s'approprient les œuvres et ils deviennent de plus en plus, ils sentent qu'ils ont vraiment une place au musée qui pour eux pourrait être, c'est-à-dire le musée pourrait être inaccessible ou c'est pas leur place, pas leur endroit, puisque des fois il faut connaître des choses à propos des œuvres d'art avant de franchir le seuil, avant d'aller dans le musée. Mais là, ils sentent vraiment qu'ils ont leur rôle et des fois, très, très souvent, ils rentrent dans le musée et ils disent « Ah, ça c'est mon œuvre, c'est la mienne ». Alors, ils ont ce contact très, très personnel avec. Et puis, c'est ce qu'on a développé avec les années et on continue de le faire d'une autre manière, avec l'art thérapie notamment, mais ça c'est autre chose. Oui, mais on a amené tout ça. C'est autre chose, mais ça touche vraiment. On travaille sur les mêmes projets des fois. Mais aussi, vos programmes, tes programmes, c'est non juste les visites, c'est la création aussi. Ah oui, c'est la création, ça c'est sûr. Oui, la création en art. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça développe l'estime de soi, ça développe d'autres talents. Les gens disent « Ah, je savais pas que j'étais bonne comme ça ». Ou des fois, ils découvrent aussi le talent chez les autres, comme « Ah, Gaston, je te connaissais pas comme ça ». Et puis bon, ça fait des liens entre les groupes, entre les gens. Donc, c'est vraiment bien, quoi. C'est ça. Est-ce que tu mentionnais peut-être juste 2 ou 3 partenariats que tu as développés? Ah oui, pour le mieux-être? Oui. Oui, alors, on a développé un partenariat avec le docteur Julien, pas nécessairement lui-même, mais ses enfants et pas nécessairement les siens, enfin, dans les différents arrondissements, avec la Fondation Les Petits Rois aussi, avec les personnes avec des déficiences intellectuelles, avec ou sans autisme aussi. Ensuite de ça, on a quelques projets de recherche en cours qui collaborent avec nous, notamment un groupe de recherche qui se penche sur les polarisations sociales. Alors, on travaille avec eux depuis 4 ans et ça continue. Ça
Oui, je n'aimais que ceux-là pour l'instant. Voilà. Merci. Et bon, voilà, on avait le désir de vous inviter un peu dans c'est quoi un scénario, c'est quoi, je dirais pas une visite typique, mais de comment est-ce qu'on utilise la collection dans ce dialogue avec le public. Alors, ça, c'est un scénario qui s'appelle Le Rêve. Et si tu étais dans la position de médiatrice, comment tu réagis avec ces œuvres? Ça serait quoi les informations, les questions pour le public? Les questions, ça serait comme, par exemple, bien sûr que nous, les responsables de projet, on choisit les thèmes en collaboration des fois avec les organismes communautaires. Et c'est nous qui choisissons les œuvres, donc il y a déjà un biais. Mais on les utilise quand même, puis ça passe quand même assez bien avec les clientèles. Et avec les clientèles, on dirait par exemple comme ça, je dis, bon, on arrive près de cette œuvre-là, alors on essaie d'être sensible à la réaction. Des fois, ils réagissent puis ils disent, spontanément, ils peuvent dire, ça c'est le rêve. Ben oui, je me vois facilement coucher dans l'herbe et rêve assez. Je dis, OK, donc ça parle des rêves pour toi, d'accord. Et puis, si l'autre personne à côté réagit sur les propos de qu'est-ce que la première personne a dit, on se nourrit vraiment, vraiment de ça, sur la réaction. Et donc, on invite à poser des questions beaucoup plus ouvertes et aussi par rapport au sens. Là, qu'est-ce que vous sentiriez si vous étiez dans cette œuvre? Donc, si ça vous fait penser au printemps, oui, on y a-tu goûté cet hiver? Ben oui. Alors on parle de son rang, les œuvres plus près de nous dans notre vécu. Puis j'ai bien utilisé le mot « nous » parce que nous, comme médiateurs aussi, on fait partie de la conversation, on fait partie de la rencontre. Bien sûr, on l'anime si on veut, mais on donne notre opinion, on donne notre interprétation, puis on fait que c'est comme une conversation, ou c'est plus comme un dialogue. Donc c'est plus côte à côte que top-down, c'est-à-dire du dessus, comme en haut en bas, là. Alors Steven, il fait défiler plusieurs œuvres qui ont rapport avec la thématique du rêve. Alors, ceci, ça se passe plus la nuit. Alors, on invoquerait la nuit. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous rêvez la nuit? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que vous pouvez nous en partager un? Puis, bien sûr, ces questions-là, ça peut sembler un peu intime, mais avec les gens, on les connaît depuis longtemps, c'est-à-dire au fil des rencontres, et puis on se livre mutuellement un petit peu plus notre vécu, on partage notre vécu. Donc, ça fait une espèce de petit groupe social et chaleureux. Alors, voilà, en gros. Oui. Là, je pense qu'il y a deux autres. Je pense que oui. Donc, voilà, le rêve, c'est pas juste des idées positives, il y a des fois des cauchemars. Bien, c'est ça, parce que bien sûr, presque pour chaque thématique, on essaie de parler de l'envers de la médaille aussi, parce que peut-être pour certaines personnes, leurs rêves sont plutôt sont pas si gais, sont pas si positifs. Alors, des fois, ils veulent partager au niveau des cauchemars ou des choses qui sont pas vraiment belles pour elles. Et puis, nous, on l'accueille, puis on parle comme quoi que oui, ça fait partie de l'ensemble. Alors, oui, puis là, je ne vais pas nécessairement en parler, mais bon, vite fait, c'est des femmes qui sont poursuivies par des satyres qu'on ne voit pas dans le coin, mais en fait, elles sont dans le coin, puis ça part de la peur, alors on peut aborder la peur avec eux, des choses comme ça. Oui, on peut parler de qu'est-ce qu'on voit dans le corps, la tension, l'anxiété, et même aussi des informations historiques et techniques du tableau. Par exemple, il y a les traits que l'artiste avait ajoutés après que c'était présenté la première fois. Oui, c'est sûr. On peut parler, on a une conversation autour de l'art, mais c'est sûr que quand il y a des moments creux ou quand les gens ne savent pas quoi dire, alors on réfère à l'art, on dit « qu'est-ce que vous pensez de ces touches-là? Vous les voyez? Qu'est-ce que vous pensez des couleurs? Qu'est-ce que vous pensez de la posture? Comment vous sentiriez-vous si vous étiez dans le tableau? » Enfin, puis on fait des conversations comme ça avec l'œuvre. Et puis, ça, c'est la petite dernière, je pense. Il y a un autre. Il y en a un autre. C'est la nuit. Alors, voilà. Puis quand on a des groupes, on essaie de se limiter à peu près 4 ou 5 œuvres. Parce qu'on commence par une visite dans les salles d'une durée d'1 heure. Ensuite, on va en création pour une durée d'1 heure. Et puis, si on ajoute une demi-heure, souvent, c'est pour le café, les biscuits, puis juste partager un moment un moment de transition, si on veut, entre la visite en salle et la visite, c'est-à-dire le moment de création. Et voilà,
la dernière. C'est, Ah oui, OK, il y en c'est avait un, pas c'est mal. un- oui, c'est un tableau énorme. Oui. Alors c'est ça, je voulais juste vous les montrer, comme si on voulait vous les montrer, comment des fois la posture des personnages, le temps, les différentes saisons, les différentes œuvres d'art de la planète, si on veut, peut évoquer des choses chez les gens. Alors on essaie de montrer une diversité. Et de aussi. nous projeter aussi dans le tableau. Si ça serait vous, vous êtes assis sur le mur et ça serait quoi vos pensées. Et des fois, on a des anecdotes qui viennent de l'histoire de tableaux Oui, bien, qui évoquent chez les gens des moments parfois difficiles, traumatiques ou bien aussi. Ça dépend du niveau de confort avec lequel ils sont à l'aise pour nous parler ou bien, pour parler au reste du groupe aussi de leur vécu. Alors des fois, souvent, c'était allé très, très profondément, c'était assez bouleversant. Puis des fois, ça reste à la surface. Ça dépend des gens, ça dépend de la confiance et tout ça. Ça dépend d'un paquet de choses. Mais ça peut aller très, très loin, hein. Oui. Ouais. Oui, très, très loin des fois. Oui. Ouais. Alors, merci. On va continuer avec... C'est puissant, l'art. C'est assez puissant. Ouais. Bon, voilà le titre, les actions mises en lien avec l'art-thérapie. Bon. La définition de l'art-thérapie, chaque art-thérapeute va se définir sa propre façon. Moi, j'aime beaucoup cette définition d'un des grands noms en art-thérapie américain. Mais pour moi, l'art-thérapie, c'est de faire soigner avec l'art, qui non juste la création, mais la relation entre thérapeute et client ou le groupe. Donc, c'est la dimension humaine, la dimension d'accompagnement et la capacité d'aller en profondeur ensemble, aller chercher l'expérience émotionnelle dans un environnement sécurisant. Alors, imaginez-vous, moi, comme art thérapeute, j'ai la chance de pratiquer ce beau travail dans le milieu muséal. Alors, après une visite comme telle, moi, j'ai utilisé, j'ai bonifié de la visite du rêve plusieurs fois avec plusieurs différents groupes déjà. Et là, on revient en studio, ensemble, pour plus discuter de cette thématique. On offre une cornucopia de matériaux. On prend à peu près 1 heure pour faire la création. Des fois, des moments très silencieux qui s'emballent. Tout l'environnement, c'est très, très spécial. Et on a une réflexion à la fin. C'est pas obligatoire, mais c'est encouragé. On voit comment l'échange entre les membres les aide à oser aller plus loin dans leur processus. En art-thérapie, on a... j'ai une autre définition, j'aime beaucoup. C'est pas de l'art-thérapie, mais c'est Georgia O'Keeffe qui parle de son art-thérapie, je pense. Je trouvais que je pouvais dire des choses avec des couleurs et des formes que je ne pouvais pas dire d'une autre façon, des choses plus lesquelles je n'avais pas de mots. Donc, en art-thérapie, on dit souvent, l'art sort je perds mes mots. Je parle de l'art devant moi. Donc, c'est vraiment la capacité de s'exprimer par l'art et que c'est pas juste la tête, mais le corps, le cœur qui laisse parler de ce qui est des fois hyperment difficile à nommer. J'aimerais vous parler de quelques partenariats. Dans le programme d'art-thérapie, nous avons 2 programmes de stage. Un programme de stage qui inclut l'université... l'université de l'UQAT aussi. Ce sont des 2 universités qui ont des programmes maîtrise en art-thérapie. Et eux moi, je développe des partenariats avec des organismes qui cherchent l'art-thérapie pour leur clientèle. Voilà l'exemple, le YDFM qui n'est pas loin du musée, avec qui on avait une bonne partenariat depuis des années déjà. Alors, 1 fois par semaine, un groupe de femmes viennent au musée, ils sont accueillis par les art-thérapeutes, ils font des visites, ils font de la création, et après 3 mois, il y a une révision de tout le processus. Un autre projet, ça c'est un projet de recherche qu'on a fait avec l'Institut Douglas, qui sont spécialistes dans les troubles alimentaires. C'est un projet de recherche. Ils ont déjà publié 2 articles sur le sujet. Et c'est un projet qui continue. Alors, les participants sont encadrés dans le milieu clinique, mais 1 fois par mois, 1 fois par 6 semaines,
nous faisons notre protocole au musée qui inclut les visites, un dîner, la création, la réflexion et les questionnaires. Parce que les recherches qu'on fait, ce qu'on appelle, c'est la recherche en action. Les objectifs, c'est le mieux-être, c'est pour les bénéfices de nos participants. Toujours, ça doit être. La Fondation Concert du Saint du Québec, ça fait à peu près 1 an qu'on a un partenariat avec cette fondation pas mal extraordinaire. Alors, même protocole, même format. Nous avons juste vient de terminer un groupe qui a inclus un stage avec un art thérapeute de l'UQAT. Centre de service de justice réparatrice, c'est un organisme qu'on a une collaboration avec depuis 1 an. Une fois par mois, c'est un centre qui offre les services aux personnes qui ont leur vie a été touchée par la violence. Eux, ils font aussi un programme de justice réparatrice hors du musée. Ça ne fait pas partie du musée, mais de rejoindre les témoignages pour eux qui ont, comment est-ce qu'on dit ça, qu'ils ont vécu, mais qui sont moi, je n'aime pas le mot criminel. J'aime quelqu'un qui a commis un crime. Un délit, un crime. Ça. Voilà. Ouais. Une personne en trouble. Alors, ils organisent des témoignages parce que la philosophie, c'est que notre système de justice n'est pas suffisant pour la réhabilitation. Autisme sans limite, c'est un programme que Louise et moi, on travaille sur le terrain depuis le mois d'octobre, chaque semaine, 25 semaines, avec un groupe de jeunes adultes qui sont sur le spectrum autiste, mais c'était pas mal un groupe extraordinaire. Ça, c'est un programme qui utilise la collection comme la psychoéducation, de ressentir, identifier, décodifier, décoder les émotions parmi les œuvres et de le retravailler en studio avec l'art-thérapie, de développer des compétences sociales, mais aussi de développer des compétences d'avoir une communication sur niveau émotionnel. Tous les programmes sont toujours faits en partenariat. Donc, le musée ne sort jamais comme une première porte pour ses services, mais c'est nos partenaires qui nous proposent les idées, les programmes et qui parlent de leurs besoins. On fait quelque chose sur mesure pour eux. Sur mesure, oui. Voilà un autre exemple d'un projet de recherche sur c'est une prof de art-thérapie, dramathérapie de Concordia qui s'appelle Yehudit Silverman, qui a fait beaucoup de travail sur le sujet du suicide. Elle a fait plusieurs ateliers avec des groupes différents et ça s'accumule dans une exposition communautaire. Nous avons une salle d'expo exclusivement pour les groupes communautaires, socio-communautaires, pour les groupes scolaires aussi, JA de Sèvres, dans notre beau atelier. Montréal Autochtone, c'est un nouveau projet de partenariat. C'est un centre communautaire pas loin de métro Atwater, qui sert au public, non exclusivement, mais principalement au public autochtone urbain. Et tranquillement, on développe un projet ensemble pour faire des visites, faire de l'art et aussi, eux, comme experts de leurs propres expériences, de venir au musée pour parler de nous. C'est quoi peut-être aussi les problèmes, qu'est-ce qui manque dans le musée. C'est vrai, de la dernière année, nous avons heureusement beaucoup de représentation des artistes autochtones. Et on a beaucoup d'autres à faire, mais là, c'est la collection Inuit. Et finalement, je ne vais pas parler trop de c'est quoi une ruche d'art, mais nous avons aussi une ruche d'art au Musée des Beaux-Arts. Peut-être que je garde ça comme un petit bijou, mais ça fait depuis 1 an et je peux en termes de chiffres, c'est très, très populaire. C'est ouvert 2 fois par semaine. C'est gratuit pour tout le monde. Je ne parle même pas du mandat parce que ça va être dans la présentation de Nelly. Mais heureusement, à date, moi, je compte chaque semaine et nous avons déjà 3000 participants dans 1 an. Et, je suis hyper fier de cette statistique. Et voilà pour nous. Je vais passer la parole à Nelly.
Bonjour à tous et toutes. Donc, moi, je vais vous présenter donc, le réseau des ruches d'art dont j'ai la chance de faire partie depuis 2 ans maintenant. Alors, les ruches d'art, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ateliers d'art communautaire. J'aime bien utiliser le terme de studio d'art inclusif, interculturel, intergénérationnel. L'idée, en fait, dans les ruches d'art, c'est de mettre l'accent sur le lien, sur la communauté. Donc, en fait, une ruche d'art, c'est un espace qui utilise la pratique de l'art comme moyen pour permettre, comme outil, en fait, pour permettre à chacun de se connecter à sa propre créativité, mais aussi d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, il y a vraiment l'idée d'utiliser l'art comme un moyen pour bâtir des communautés. Donc oui, c'est vraiment l'idée de l'art communautaire et on tisse des liens. L'idée, c'est de pouvoir amener un changement aussi à terme, je dirais un changement social. Donc c'est un petit peu ce qu'il y a de spécifique par rapport à l'art-thérapie qui est peut-être plus axée sur la guérison, etc. Là, on est vraiment sur la notion de rencontre. On parle des ruches d'art comme des tiers espaces, c'est-à-dire des lieux de rencontre qui sont autres que des espaces de socialisation comme le travail, l'école, le domicile. Donc voilà. Alors, la première ruche d'art, elle a émergé, en tout cas ici au Québec, en 2011, sous l'initiative de Janice Timbotos, qui est art-thérapeute, également professeure au département d'art-thérapie de Guy Concordia. Elle avait déjà créé des initiatives similaires aux États-Unis, en Colombie-Britannique. Puis lorsqu'elle s'est installée à Montréal en 2011, elle a été à l'initiative du lancement en fait de la première ruche, donc à Saint-Henri, qui existe encore. Et aujourd'hui, on compte à peu près environ, parce que le chiffre évolue tout le temps, 130 ruches d'art à travers le monde. Donc ça a été vraiment un développement très 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 rapide. À Montréal, on en compte à peu près 35 et une soixantaine dans tout le Québec. Donc voilà, ça évolue à vitesse grand V. Alors, hop, donc ça c'est donc Janice. Donc, comme je vous disais, c'est un réseau international. Vous pouvez voir ici justement les différents lieux. Il y en a, je pense, à peu près 5 en Europe et puis après, c'est beaucoup en Amérique du Nord. Et en fait, ce qui caractérise, en fait, ce qui relie l'ensemble du réseau, c'est vraiment les valeurs. On a une pluralité de sortes de ruches d'art dans les formes, dans la manière de fonctionner, etc. Mais on est toutes reliées par des valeurs communes. Et la première de ces valeurs, c'est l'idée d'accueillir chaque personne en tant qu'artiste. On part du postulat que chaque personne a déjà un potentiel artistique en lui, un potentiel créatif. Et c'est vrai que partir de ça, ça permet déjà de tous nous mettre sur un terrain d'égalité. Dans une ruche d'art, que ce soit les organisateurs, les facilitateurs, les participants, on est vraiment dans un rapport complètement horizontal et où c'est l'échange de savoir-faire qui est privilégié. Donc c'est ce qui est vraiment très différent d'un cours d'art ou d'un atelier créatif, c'est que le facilitateur, il est là pour permettre à chacun de pouvoir exprimer ses talents, partager ses savoir-faire avec les autres, mais il n'est pas là pour apprendre, enseigner ou éduquer. Donc ça, c'est vraiment ce qui est au cœur des ruches. Chaque personne est un artiste à part entière, quel que soit son âge, son origine. Notre valeur, il y a l'idée de célébrer les forces, les capacités créatives de chacun. En fait, on part du principe que, en fait, on s'appuie sur les centres d'intérêt, sur les forces, sur les talents des personnes. Puis, en tant que facilitateur, facilitatrice, notre rôle, c'est de pouvoir partir de là, puis d'essayer de continuer à bâtir à partir de cette étincelle-là qui jaillit pour que la personne puisse déployer l'ensemble de son potentiel créatif et le partager autour d'elle. Alors,
J'aime bien aussi, ça c'est quelque chose d'important de dire que les ruches, on encourage les expériences autonomes de créativité, le partage de savoir-faire, encore une fois. Expérience autonome, c'est un terme assez important parce que c'est ce qui différencie un atelier dans une ruche. C'est pas un atelier créatif avec un tutoriel, avec l'idée que à la fin on repart avec un résultat spécifique. On met vraiment l'accent sur le processus. Donc l'idée, c'est que quand vous allez arriver dans une ruche d'art, vous allez peut-être avoir des propositions d'activités. On va peut-être vous suggérer des activités pour tout simplement déclencher, dépasser le syndrome de la page blanche, entre guillemets. Mais après, libre à vous de choisir ou non de suivre la proposition qui va vous être faite. C'est vraiment un studio d'art. Donc on met à disposition des matériaux et on crée l'espace pour que vous puissiez vous sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir créer. Donc c'est vraiment le processus qui est plus important que les résultats en tant que tels. Donc là d'ailleurs, cette photo, elle a été prise à la ruche Saint-Henri, qui a un beau jardin, un bel espace. Si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut le coup. Très sympa, quand ça sera le vrai printemps. Alors, il y a l'idée aussi d'encourager l'émergence de leaders de tout âge, parce que l'idée une ruche, c'est un studio d'art inclusif. Donc, il y a la notion d'inclusion qui est très forte. C'est-à-dire que chaque personne autour de la table, dans une ruche d'art, peut soit devenir un peu le leader en proposant de partager un savoir-faire créatif ou artistique, mais il peut aussi prendre n'importe quelle place. Dans les ruches régulières, il va des fois y avoir des personnes qui vont être attitrées, la personne qui accueille les autres, ou celle qui fait le café, ou celle qui installe les matériaux. Et c'est vraiment cette idée-là que chacun a sa place dans la ruche et toutes les places, en fait, sont importantes. Donc, c'est vraiment ce qu'on va encourager dans les ruches. Il y a également l'idée d'offrir l'accès gratuitement et de promouvoir l'économie du don. L'idée des ruches est de rendre l'art accessible à tous et toutes. Donc, soit les activités sont complètement gratuites, par exemple, comme au musée, là, tu en parlais, les personnes qui se présentent, elles ont accès à tous les matériaux et elles peuvent rester le temps qu'elles veulent dans les horaires d'ouverture gratuitement. Dans les ruches qui s'installent, comme moi, la mienne, des fois, je m'installe dans des cafés. Quand c'est le cas, on fonctionne par contribution volontaire ou contribution suggérée de temps. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas les moyens peuvent rentrer gratuitement, celles qui en ont plus peuvent donner plus, mais l'idée c'est que l'argent ne soit pas un frein à la pratique de l'art. Donc ça c'est vraiment un élément aussi qui différencie des écoles d'art. Souvent c'est des questions qu'on nous pose, c'est quoi la différence entre une ruche d'art, un atelier créatif, un atelier artistique, une école d'art? Donc je le précise parce que ça se joue dans ces valeurs en fait. Puis, c'est ça, il y a l'idée de réutilisation créative de matériaux qui est vraiment au centre des ruches. Il y a la valeur, le respect de l'environnement, le développement durable est très important dans les ruches. Donc, on va toujours essayer de privilégier l'utilisation de matériaux donnés ou recyclés plutôt que l'achat de matériaux. Puis, il y a énormément des activités qu'on propose dans les ruches qui sont faites à partir de plastique à recycler, de toutes sortes de choses qui finiraient dans les bacs, etc. Plutôt que d'aller dans les chaînes connues de magasins $1, choses comme ça. C'est pas le but. On veut vraiment encourager le respect de la nature, le développement durable. Donc c'est aussi une des beautés du réseau. La plupart des ruches, on va se fournir au pot de miel. En fait, dans la ruche Saint-Henri, qui est donc la première ruche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a dans le sous-sol tout un centre de réutilisation créative de matériaux. Moi, quand j'ai créé ma ruche, on m'a dit tu veux lancer ta ruche, va à Saint-Henri. Et puis là, je suis arrivée là, on m'a donné un grand carton et on m'a dit prends ce que tu veux pour démarrer tes activités. Je peux vous dire que c'était pour moi un Noël. Donc, on peut, la plupart des ruches, n'importe qui, toutes les personnes qui veulent créer une ruche d'art, d'ailleurs, vous aussi pouvez en créer une. Vous pouvez aller à la ruche Saint-Henri en expliquant votre démarche et aller choisir les matériaux pour pouvoir
voilà, commencer votre activité. Et puis l'idée, c'est que moi, des fois, je reçois des matériaux, ou quand on reçoit des matériaux qui ne nous servent pas, on va les déposer là-bas, puis ça resserre. Il y a également, depuis 1 an, le centre de réutilisation créative de Guy Concordia qui a émergé. Et c'est le même principe, en fait, dans l'université, on se rend là-bas et puis, en fait, je pense qu'ils récupèrent l'ensemble des matériaux à recycler de l'université qui viennent de différents départements. Donc, on retrouve toutes sortes d'affaires. Des fois, moi, je récupère des choses, je ne sais même pas ce que c'est, mais ceux qui créent savent l'utiliser, c'est ça qui est génial, c'est tout de suite recyclé en œuvre d'art. Et c'est pareil, on peut aller chercher des matériaux complètement gratuitement et ça contribue encore une fois au respect de l'environnement et à la réduction des déchets. Puis on est vraiment dans l'idée des ruches, c'est qu'il y a le principe d'échange de savoir-faire dans chaque ruche, dans chaque atelier, donc au niveau entre les participants et les facilitateurs, mais il y a aussi cette dimension-là qui existe au sein même du réseau, en fait. Ça veut dire que nous, dans les ruches, on se réunit régulièrement pour pouvoir échanger nos savoir-faire, échanger sur les défis qu'on rencontre, sur comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques, sur les types de médiums artistiques qu'on utilise. Donc il y a vraiment cette notion de each one teach one, chacun apprend à l'autre, qui est aussi très présente au sein du réseau. Donc dans ces rencontres de partage et également dans notre rendez-vous annuel des ruches qui a lieu au mois d'août, qui est l'Institut des ruches d'art, où c'est pareil, on se réunit, on fait de l'art et en même temps on partage les choses importantes pour nous, pour que chacun puisse, qu'on puisse tous s'enrichir les uns les autres. Puis il y a un aspect qu'on connaît moins dans les ruches, c'est l'idée de jardiner en fait partout où c'est possible, de pouvoir contribuer encore une fois au développement durable. Donc la ruche Saint-Henri est une des ruches qui a la chance d'avoir un immense jardin avec tout plein d'herbes aromatiques, tout plein de choses super, voilà, très très beau jardin, très très chouette. Et donc, il y a toujours cette idée, encore une fois, environnementale, du respect de l'environnement qui est très présente. Donc, toutes les ruches qui ont la possibilité de le faire le font. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je pense que j'ai fait le tour des valeurs. Non, il reste encore une. Oui, on expérimente avec des méthodes de recherche participatives et ancrées dans les arts. Alors là, je vais vous expliquer ça plutôt par exemple. Là, vous voyez sur l'image, il y a un exemple de facilitation graphique. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le réseau des ruches. Même quand on se réunit au niveau de tous les acteurs des ruches, on va plutôt y aller en échanger en faisant par exemple des forums ouverts, en faisant des brainstorms, en utilisant des techniques comme ça pour prendre des notes qui sont beaucoup plus visuelles, beaucoup plus agréables, où on va aussi utiliser l'art aussi pour réfléchir sur des sujets. Donc l'art est présent vraiment à différents niveaux, finalement, à tous les niveaux en fait dans les activités des ruches. Ça va ? Je continue. Puis il y a l'idée donc de transformer, voilà, il y a, comme je disais, la notion d'inclusion, mais il y a l'idée aussi de transformation sociale. Pour illustrer ça, je pourrais vous parler un peu des ruches qui existent dans les HLM. Ça a été de plus en plus observé que la présence d'une ruche dans un HLM, dans une des salles communautaires, favorise la pacification des liens entre les voisins. Donc ça, c'est des choses qu'on est de plus en plus en train d'étudier là, au sein du réseau pour voir un peu quels sont les impacts sociétaux, en termes de changement social de la présence de ruches, parce qu'effectivement, on se rend compte que le fait d'avoir cet espace pour créer du lien, ça a des impacts beaucoup plus larges que la ruche. Donc c'est une donnée importante. Donc les ruches d'art, c'est ça, c'est des valeurs communes et des formes très 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 différentes. Souvent, quand je rencontre des personnes, les gens me disent mais comment est-ce qu'on peut créer une ruche ? Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il y a un protocole ? Non, il faut juste adhérer aux valeurs que je viens de citer. Et c'est vraiment ça qui nous relie. Mais à partir de là, il y a toutes sortes de formes de ruches. Tu parlais de la ruche du musée. Donc ça, c'est... voilà, on est très contents qu'il y ait une ruche d'art au musée. Merci. Il y a des ruches qui sont portées par des associations, des organismes communautaires. Il y a des ruches qui sont sous des formes de coopératives, comme la Coop Le Milieu, comme la Place Commune aussi, dans Parc Extension. Il y a des ruches comme la mienne qui ont plutôt des formes entrepreneuriales.
Il y a notamment la librairie de la Flèche Rouge, qui est un espace ruche d'art. Donc c'est une entreprise, mais qui a un espace ruche, studio communautaire à l'intérieur de ses locaux. Donc il y a déjà une pluralité de formes, de statuts, en fait, au niveau des ruches, qui est assez intéressante, assez enrichissante quand on a l'occasion de se rencontrer sur ce qu'on vit en fonction de ça. Il y a aussi des ruches qui sont portées par des organismes, donc c'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné dans la semaine, il va y avoir un temps dédié à la ruche d'art, mais c'est un organisme qui a d'autres services qui intègrent la ruche d'art en fait à leurs activités, à ses activités. Puis il y a aussi une pluralité de lieux dans lesquels les ruches d'art s'inscrivent. Donc, comme je disais, il y a des ruches en HLM, des ruches en bibliothèque, dans des cafés, dans des parcs, donc en musée. Enfin, il y a vraiment dans les résidences pour aînés, dans les universités, effectivement. Et voilà, on a maintenant la ruche McGill et à Concordia qui sont installées, présentes. Et puis il y a également dans les fonctionnements une pluralité de toutes sortes de fonctionnements possibles. En fait, il y a des ruches qui sont ouvertes à heure fixe, je sais pas moi, tous les mercredis soirs. Il y a des ruches, la ruche de la bibliothèque de Mylène qui va être ouverte 2 soirs par semaine et un après-midi par semaine, je pense. Il y a des ruches comme la mienne qui sont ouvertes un peu qui fonctionnent en mode pop-up. Donc, il n'y a pas d'horaire régulière, mais c'est des événements, en fait, à chaque fois différents, organisés. Donc, il y a vraiment toute forme de manière de fonctionner qui est très riche. Donc, en fait, une ruche d'art, ça prend vraiment la couleur des personnes qui l'a créée et de la communauté dans laquelle elle s'inscrit. Donc, c'est ce qui fait la beauté de ce réseau. Pour finir, je vais te parler, je pense que j'ai pas d'autre chose. Non, c'est ça. Donc oui, ça j'aime bien cette phrase, rêver grand, commencer petit, parce qu'effectivement n'importe qui, comme je disais, tout le monde peut créer une ruche. Puis ça fait un peu le lien avec moi, mon expérience. Moi j'ai créé la ruche d'art Yelema il y a 2 ans. Dans des conditions un peu particulières. Je pense qu'on va y revenir. Ça a été vraiment un coup de foudre quand j'ai découvert le réseau des ruches. Je me suis dit, mais ça, je veux créer ça, c'est pas possible, c'est merveilleux. Et dans la ruche Ilema, c'est une des ruches qui a un format entrepreneurial. Donc moi, je suis travailleuse autonome, mais avec une vocation très, 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 très sociale. Et la ruche Ilema fonctionne un peu comme une OSBL, c'est-à-dire qu'il y a des artistes du quartier, des artistes locaux. Moi, je suis à Rosemont, qui viennent collaborer dans la ruche. Il y a des citoyens qui viennent donner des ateliers dans la ruche. C'est vraiment, je l'ouvre à tout le monde. Et chacun vient partager ses savoir-faire. Moi, je suis poète, donc c'est sûr que dès qu'il y a si je peux partager ma passion de la poésie dans la ruche, j'emmène cette suggestion-là. Mais il y a également Catherine, qui est une sculpteur, qui vient partager ses compétences en sculpture dans la ruche. J'ai eu des étudiantes qui sont venues partager des compétences en dessin. On a eu aussi des citoyennes qui ont partagé des compétences en origami. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très large. Et on fonctionne en mode pop-up. Beaucoup pop-up, ça veut dire ponctuel. Donc, on a des ateliers réguliers en bibliothèque, des ateliers réguliers aussi dans une résidence pour aînés. On a aussi donné des ateliers en HLM, dans des événements communautaires, dans des ruelles, dans des parcs. Donc, c'est souvent un peu comme le musée, ça fonctionne de manière très collaborative, en fait. C'est des partenariats avec des organismes qui nous appellent, puis on monte des ateliers un peu sur mesure qui peuvent s'adapter aux différents types de clientèle, de participants. Donc voilà, ça fait 2 ans que ça existe et on est ravis. Ça fait un peu le tour, je pense. Oui, c'est parfait, absolument parfait. Sur le minute, j'ai quelques questions, si tu me permets. Oui. En n'importe quel ordre. Peut-être tu peux te parler un peu les défis d'animer et aussi d'être directrice, mais d'animer vraiment une ruche d'art. Ouais. Alors, les défis, évidemment, il y en a quand même pas mal. En termes d'animation, je dirais que c'est la posture de facilitateur
qui peut être un défi en soi, parce que l'idée, c'est notre rôle, c'est de pouvoir créer un espace bienveillant, un espace où les gens se sentent en confiance, un espace sécuritaire, où chacun va pouvoir naturellement prendre sa place et pouvoir se sentir en confiance pour créer. Alors, parfois, oui, le défi, c'est quand on a des personnes avec des défis particuliers, par exemple, ou des personnes qui ont besoin d'énormément s'exprimer dans l'atelier et qui vont du coup peut-être des fois prendre plus la place sur d'autres, ou des personnes qui au contraire sont plus en repli. Là, il va falloir faire le travail inverse de pouvoir les amener à s'ouvrir au reste du groupe. Donc, je dirais que ça, c'est déjà un défi en soi, en fait, de faire en sorte que chacun trouve sa place et se sente suffisamment à l'aise, en confiance pour créer. Moi, ce que j'aime dire souvent au début d'atelier, c'est écoutez, nous on amène cette proposition-là aujourd'hui, mais dans une ruche, on a le droit de faire ce qu'on veut. Alors, si vous avez envie de désobéir, vous pouvez y aller. Vous avez le droit de prendre ce que vous voulez, de vous mettre à l'aise. Et puis, en général, déjà, ça permet à chacun de se détendre. Et puis après, c'est vraiment une question d'être présent, d'être dans l'écoute, de sentir un peu ce qui se passe dans l'énergie, puis de faire en sorte que d'aller chercher un peu les gens qui sont peut-être un peu plus, pour qui c'est plus difficile de socialiser, et puis faire en sorte de donner une place aussi aux personnes qui ont des défis particuliers. Donc ça, c'est un défi dans l'animation. Après, il y a des défis. Moi, mon défi, en tout cas particulier, c'est la question du local. Trouver un espace fixe pour s'installer, parce que les ruches, on est tellement pluridisciplinaires, on touche à tellement d'aspects, l'art, le côté social, la dimension environnementale, etc., que pour aller trouver des sources de financement, convaincre des bailleurs, etc., c'est aussi tout un défi. Donc, il y a cet enjeu-là que je pense que je ne suis pas la seule ruche à rencontrer aussi. Et peut-être aussi en termes de bénéfique observé, qu'est-ce que tu observes comme animatrice dans ce milieu? On parle de... Les ruches, c'est comme un royaume imaginaire, presque. Les termes, on parle de l'inclusion sociale par l'art, c'est presque un rêve, mais c'est quoi la réalité? Écoute, moi, je trouve, j'appelle ça de la magie. J'assiste des fois, la plupart des ateliers, à des choses assez magiques. Les bénéfices, déjà, c'est de voir l'estime de soi, la confiance en soi qui se développe, de voir des personnes qui créent et puis qui sont surprises de leur création. Ça, c'est vraiment extraordinaire de voir les personnes qui se disent « Waouh, j'aurais jamais pensé que je serais capable d'aller aussi loin, de faire ça ». Donc cet effet de surprise qui est très beau. Il y a aussi quelque chose dans la rupture de l'isolement que ça génère, et le lien intergénérationnel. Dans la ruche, moi je peux donner un exemple parce que ça reste un de mes meilleurs souvenirs, où à un moment donné on était parti sur un atelier de sculpture, et il y a une petite fille qui a commencé à faire une sorte de peinture avec une technique de mettre la peinture au milieu d'une feuille puis de la refermer et puis de réouvrir et de s'extasier face aux formes que ça créait. Et en fait, il y a une aînée qui était à côté d'elle, qui a trouvé ça génial, qui s'est mis à faire la même chose. Puis ça a comme lancé le courant où on s'est retrouvés à tous faire ça, en fait. Donc, c'est un peu ce genre de choses que je trouve assez magique. Comment chaque personne, finalement, inspire l'autre. Et puis la confiance que ça donne à la personne de voir qu'elle inspire. Et l'enrichissement au niveau de la créativité de chaque personne, de se dire « Oh, mais attends, on peut aller aussi loin. » Ça me donne le goût d'essayer, etc. Puis, je pense que c'est vraiment ça. Moi, je trouve ça... le bénéfice, c'est de donner, je trouve, cet espace pour honorer l'univers intérieur des gens. On célèbre les univers intérieurs. Puis, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment magique. Peut-être une dernière question et on va inviter ceux qui sont en présence, s'ils ont des questions pour nous aussi. On avait parlé brièvement hier de le risque de monoculture.
peux-tu parler un peu de ça? Oui, effectivement, j'ai oublié de le souligner. Dans les défis, un des défis majeurs, je trouve, c'est qu'on veut être effectivement dans les ruches intergénérationnelles, interculturelles, mais bien souvent, cet aspect-là, c'est difficile. Quand on s'installe dans un HLM, bien souvent, le risque d'avoir que des personnes du HLM ou dans une résidence pour aînés, que des aînés, ou, moi je le vois en bibliothèque, du coup d'attirer une certaine catégorie de personnes, puis de se rendre compte que, ah mince, il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Donc ça demande toujours une sorte de vigilance, de se dire, d'être conscient de ça, et de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour aller faire en sorte que qu'il y ait vraiment cette dimension inclusive qui soit honorée, en fait, qu'il n'y ait pas juste les convaincus qui soient autour de la table, mais d'aller chercher, en fait, tout le monde et de créer des rencontres qui ne se feraient peut-être pas forcément en dehors de ce cadre-là. C'est pour ça qu'une des réponses que j'ai trouvées, c'est les bibliothèques sont des lieux un peu plus neutres, mais des fois, moi, avec d'autres artistes, ça nous arrive de prendre nos matériaux puis s'installer dans un parc, de se dire, là, on va au cœur de... Voilà, là où se trouvent des gens. Et puis, on va les chercher. Et puis là, ça crée des rencontres absolument improbables parce que normalement, il n'y aurait peut-être pas de raison de communiquer, de dialoguer ensemble. Et puis, de toujours réfléchir comment, quand on s'installe dans un lieu, comment est-ce qu'on peut ouvrir, comment est-ce qu'on peut informer, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient présents. Et ça, c'est toujours une question. Je n'ai pas toujours les réponses, mais c'est toujours une question que j'ai en tête. Toujours. La dernière fois, j'ai fait un atelier, puis je parlais justement de la dimension développement durable, et puis toutes les personnes autour de moi étaient comme, mais bien sûr. Et je me suis dit, waouh, il me semble qu'on est tous bien convaincus, mais ça manquerait de personnes qui auraient d'autres avis ou qui n'auraient pas entendu parler de cette dimension-là, en fait. Donc, ça, c'est toujours des questions qu'on a à cœur de répondre. Et ça fait aussi l'objet de nos rencontres entre ruches aussi, ce genre de questions. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je peux continuer à poser les questions à mes collègues ou à moi, mais j'aimerais vous entendre si vous avez des questions sur l'art-thérapie, sur l'art-thérapie muséale, sur les ruches d'art, sur le mieux-être, médiation culturelle, beaucoup des beaux sujets. Oui! Il y a un micro qui va arriver. Micro arrive. Merci. Est-ce qu'il y en a de vous trois qui ont des formations en psychologie ou je suis arrivé un peu en retard, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais vous n'en avez pas parlé? Je m'excuse encore. Est-ce que vous avez des formations en psychologie ou quelque chose d'équivalent? Moi-même comme art-thérapeute? Je vais parler de ma formation. Moi, j'ai une maîtrise en art-thérapie. Art-thérapie, ça prend une biformation en psychologie et les beaux-arts. Alors, je n'ai pas de doctorat et j'ai aussi une spécialisation dans la thérapie familiale conjugale. Les deux? Moi, un bac en psycho. Ça fait longtemps, mais quand même, bac en psycho, un certificat en créativité, puis un autre bac en enseignement des arts plastiques. Puis j'ai même pas fini ma maîtrise en art-thérapie. Puis je la finirai pas non plus, parce que ça fait trop longtemps. Alors, je suis comme une drop-out, mais non, mais c'est vrai. Mais je suis très convaincue. Mais j'ai choisi le musée, enfin. Longue histoire. Mais voilà, très convaincue avec tout ça, quand même si j'ai pas le titre. Mais je pratique pas, par contre. Je peux pas pratiquer comme art-thérapeute. J'oserais pas, non. Non, mais c'est parce qu'il y a de l'éthique à respecter, puis je vais pas là. C'est pour ça que je vais du mieux-être. On s'appelle comme ça. Voilà. Nelly, peut-être. Moi, j'ai pas d'études en psychologie pour en parler, mais j'ai étudié en développement social, 15 ans d'expérience en intervention, une formation en coaching aussi, donc tout ce qui est une formation, une formation, une expérience en relation d'aide. Question en arrière. Il y a une question à l'arrière. Question complètement en arrière, ouais, voilà. Donc, vous avez parlé du syndrome de la page blanche, mais je serais curieuse de vous entendre aussi avec l'anxiété de performance, tout ça. Qu'est-ce que vous observez, soit dans le milieu muséal ou même dans les milieux communautaires, au niveau de peut-être la notion de contrôle, de laisser aller? En tout cas, ouais.
commencer, tu peux parler bien de ça aussi. Moi, après plusieurs années, j'adore le phénomène de la plage, la plage blanche, la page blanche. Ah, ça, c'est un lapsus intéressant. Particulièrement dans la ruche au musée, en accueillant tu sais, une personne arrive avec, je dis toujours, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, j'ai envie d'essayer quelque chose, mais je suis pas artiste. Toutes ces identifications de qu'est-ce que je suis pas. Moi, immédiatement, je les traite comme une artiste et je fais l'introduction à toutes les possibilités dans la pièce. On a comme vraiment un buffet de matériel et nous sommes entourés par un environnement qui valorise l'expression. Donc, on avait parlé du processus. Et à peu près 90-100% du temps, ça prend 5 minutes. La personne va essayer quelque chose, que ce soit juste en ligne, couleur, forme, argile, bricolage, collage. On a beaucoup de trucs aussi. On dit, ben, peut-être tu peux m'aider avec mon propre projet pour quelques minutes. Et on le voit qu'il y a comme un laisser-aller qui va arriver. C'est peut-être pas toujours la première fois, mais il y a assez souvent une expérience qui encourage la personne de revenir encore une fois. Et c'est vraiment un privilège d'observer ce cheminement. Oui, puis je pourrais ajouter par rapport à ça, je te rejoins complètement sur le fait que oui, une des premières phrases qu'on entend, c'est « je suis pas artiste, moi je suis pas créatif », etc. Effectivement, croyance qu'on démonte au bout de 5 minutes chrono. Mais en général, moi, ce que je dis déjà, c'est de prendre son temps, de ne pas hésiter à toucher les matériaux, de vraiment prendre le temps d'arriver, de s'imprégner, d'essayer. Puis je pense que moi, c'est quelque chose que je fais aussi, puisqu'en tant que facilitatrice, je m'assois avec les personnes aussi. Puis des fois, ça ne me vient pas tout de suite, puis je le nomme. Des fois, voilà, je suis avec de l'argile dans les mains, puis je suis comme, bah là, je sais pas. Puis voilà, puis je malaxe ma petite boule d'argile. Puis je pense que ça permet aussi aux autres de se dire, bah oui, ok, c'est bon, c'est correct, là, je suis pas obligée de sortir avec quelque chose d'incroyable. J'ai le temps d'arriver, j'ai le temps d'essayer quelque chose, etc. Donc je pense que ça aide. Et puis après, l'idée aussi, c'est de pouvoir effectivement inviter à la co-création. Ça aussi, je trouve que c'est agréable, c'est convivial. Et puis après, une fois que c'est lancé, en général, on n'arrête plus après. D'autres questions? Moi, j'en ai une autre. Oui. Est-ce que vous observez plus de facilité chez certaines personnes, soit par caractéristiques? Moi, je pense plus à des phases développementales, là, comme on peut penser à des enfants de 10 ans qui vont être plus dans des trucs stéréotypés au niveau des personnages ou tout ça. Est-ce que vous observez des différences? Dans quoi? Dans les dessins, dans les expressions artistiques? Ben, moi, je suis encore pognée sur ma notion de contrôle. Là. Moi, je fais de la clinique en psychologie, donc oui. C'est pour ça OK. Mais, donc, c'est ça, je me demandais si vous observez qu'il y a des caractéristiques chez certaines personnes qui facilitent l'expression, d'autres qui retiennent. Une excellente. Il y a une caractéristique. Non. Pour moi, simplement non. Même dans une population, même dans un même groupe qui est regroupé par une problématique, un diagnostic, non, il y aura toute une variété de relations avec l'expression créative. Mais je dirais toujours que moi j'ai un point de départ qui croit que chaque personne est une artiste, que la vie c'est un acte créatif. Alors et on observe parmi les matériels qu'il y a un continuum d'expression possible. Donc, il n'y a personne qui a peut-être donne-moi pas la peinture, je suis très bien avec mon crayon à mine. Alors, ça me donne l'information que cette personne doit rester là pour une bouton, mais ça a un objectif de les aider à ajouter la couleur, par exemple. Donc, on rencontre on parle toujours c'est un musée humaniste, mais on rencontre toujours les personnes où ils sont. Là, ce jour-là, avec ce groupe-là, avec cet obstacle, ce jour-là, vraiment dans le moment présent. Parce que, par exemple, s'il y a des enfants qui dessinent tout le temps des petits soleils en coin avec des lunettes, puis il fait juste ça, puis il fait juste ça, alors il va faire juste ça, puis à un moment donné, on va l'amener à autre chose, ou lui-même, il va décider, à côté de mon petit bonhomme à lunettes, je vais faire autre chose. Donc, lui-même, il va débloquer, ou elle-même va débloquer tranquillement, mais on les accepte
pendant longtemps là où ils sont. On les prend là, puis on les amène ailleurs ou pas. Mais en fait, tout est dans l'accueil ou la présence à côté de la personne, l'accompagnement. Puis aussi, qu'est-ce que tu as dit, Nelly, tantôt, c'est comme si on dit, oh, bah, je travaille l'argile, puis en étant soi-même un modèle, en disant, ah, je sais pas quoi faire aujourd'hui, bien, les personnes qui savent vraiment pas quoi faire, ils entendent ça, puis ils disent, ah, elle est en train de pas savoir quoi faire. Ah, puis elle est responsable de la ruche. Ah, elle aussi, ça y arrive. Ah, OK, ben, OK. Alors, c'est vraiment, c'est du modeling, on dit ça en anglais, en français, je sais pas c'est quoi, servir de modèle. Mais tout ça, c'est tous des outils qu'on prend pour faire en sorte que l'accueil se fait vraiment, enfin, c'est ça. Je sais pas si je répondais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas une question de un peu de caractéristiques du public. Tu sais, pour un même public, je pense que ça marche bien. Pour un même, est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Pour un même public, je me rends compte avec les aînés, une personne qui va créer un atelier énormément une semaine, la semaine d'après, elle file pas pour X raisons, puis là, elle va peut-être moins créer, puis là, ça va être, bah, écoute, c'est correct, fais ce qui te fait du bien aujourd'hui. Puis moi, j'ai eu le cas une fois, comme ça, une personne qui avait fait quelque chose de très, très, très compliqué en dessin, en collage une fois, puis la fois d'après, qui me disait, je file pas, je sais pas. Je dis, bah, qu'est-ce qui te ferait du bien? Bah, c'est couper des images. Mais elle a coupé des images pendant 2 heures. Elle m'a dit, bah, ça lui a fait du bien, ça fait du bien. Oui, bah, génial. Tu sais, donc c'est à la semaine prochaine. C'est ça. Donc on fait vraiment avec l'instant présent, puis d'une fois sur l'autre, la même personne va des fois être complètement dans sa créativité, des fois beaucoup moins. Donc tu sais, c'est vraiment une question de moment, je pense, plus que de personne ou de type de personnalité. Ouais. Parce qu'on est toutes pareilles, dans le fond. On est vraiment toutes pareilles, vraiment. Oui. On a tous des moments où on ne sait pas quoi faire. On a tous des moments où je déborde d'énergie, je veux faire ci, je veux faire ça. Alors, ces gens-là, c'est nous, les gens. C'est nous, c'est vous, c'est nous. On est toutes pareilles. Enfin, je trouve. Oui, puis il y a aussi une question des fois de médium aussi. Des fois, la personne va dire, bon non, moi, ça m'inspire pas ce médium-là. Puis tu changes, tu dis, bah, tiens, pourquoi tu n'essayes pas ça? Paf, quelque chose qui émerge. Enfin, donc c'est vrai que c'est pas tant, je trouve pas que c'est pas tant une catégorie, c'est pas forcément lié, selon moi. Alors, je pense que c'est la fin pour nous. On arrive quelques minutes après. 4 heures. 4 heures, c'est ça? Oui. Okay. Alors, on reste sur place pour quelques minutes. Si vous avez des autres questions, ça nous fera un plaisir de vous rencontrer. Et merci énormément pour l'invitation de Foi Papier aujourd'hui et de Steve et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Bonne visite. Merci.